facilité pour les camionneurs et autres hommes d'affaires qui opèrent dans cette partie de la République. Ils gagneront 300 kilomètres. Au lieu de passer par Dar es Salaam, on pourra avoir la connexion directe entre la République démocratique du Congo et la Zambie et d'autres avantages de ce projet que vous avez d'ailleurs beaucoup eu l'occasion de suivre hier en direct de la télévision nationale. Le président de la République, pour y être, avait parcouru, le Premier ministre disait, 2228 km à partir de son bureau de Kinshasa, tandis que son homologue zambien en avait fait à peu près 700, le tout pour vous montrer le souci d'intégration qui anime les deux États pour faciliter les transactions entre les Congolais et les Zambiens. Dans la suite, vous avez vu cette grosse clé symbolique que le président de la République a remis au directeur de l'école primaire Akili 2. Nous sommes toujours dans les territoires de Kasenga. Il y a eu le temps de la sémence, mais je crois que le temps de la récolte a commencé avec le programme que vous connaissez tous bien de 145 territoires. Quand le programme avait commencé, beaucoup ne pensaient pas qu'on sera en mesure, dans les délais qui étaient donnés, d'avoir les résultats que nous avons obtenus. Vous avez vu cette école réhabilitée par le Bureau central de coordination, la qualité des enfants qui étaient hier sous la paille, aujourd'hui ils sont dans des salles de classe bien modernes. Et vous avez vu le président de la République avec cette phrase « Que Dieu vous bénisse », le premier qui a utilisé ces tableaux. C'est dire qu'il y a un accent particulier qui a été mis sur la question de l'éducation parce qu'il faut construire l'avenir, mais c'est aussi la même chose que le président de la République a fait aujourd'hui à l'Institut Bosco à Kasumbalesa, où il a salué notamment le partenariat avec l'Église catholique qui est en train de rénover cette école. C'était aussi l'occasion pour le président de la République d'inaugurer le nouveau bâtiment de la DGDA, parce qu'il y avait des gros besoins à l'époque. On parlait beaucoup des désengorgements de Kasumbalesa. Je pense que les désengorgements de Kasumbalesa, un peu plus tard, c'est que nous avons vu à Sakania, monsieur le gouverneur, qui est impressionnant. C'est sur 140 hectares le port sec de Sakania. On aura l'occasion de revenir dessus. Tout ça, c'est pour permettre d'assurer une fluidité dans les trafics des camionneurs, mais aussi de permettre à la République démocratique du Congo, comme vous savez que nous sommes dans une stratégie d'amélioration de nos recettes, de percevoir le plus. Et donc, il faut investir. Et cet exemple des PPP avec la partie chinoise était juste impressionnante. Ceux qui n'étaient pas là, je sais que certains journalistes viennent d'arriver. Ça aura l'occasion de le voir. Monsieur le gouverneur, je veux vous passer la parole pour vos mots introductifs. Je sais qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse effervescence d'ailleurs depuis l'arrivée du président de la République. Mais avant que vous ne puissiez faire des commentaires à ces sujets, il y a une question qui revenait de manière régulière lorsqu'on parlait de la situation à Lubumbashi, c'était la question de la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le gouverneur, que ceux qui repartiront ce soir pourront repartir dans des conditions sereines dans leur résidence? Je vous accorde la parole, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous sommes très honorés d'accueillir parmi nous les journalistes qui ont l'habitude de prester à vos côtés dans cette prestigieuse émission qu'on appelle The Briefing. Je salue leur présence et je voudrais aussi leur donner des assurances comme quoi ils sont en sécurité. Ils peuvent eux-mêmes le témoigner. Nous venons de très loin en tant que deuxième ville du pays. Lubumbashi a connu des mouvements d'insécurité. Cela est lié à plusieurs éléments, entre autres une concentration des jeunes à la recherche de l'emploi et par conséquent ils se sont déversés dans des pratiques pour gagner leur pain de vie et ils ont commencé à causer l'insécurité. Nous avons mis en place une politique de lutte contre cette menace et aujourd'hui, bien sûr, après qu'elle ait prise plusieurs fois, c'était la criminalité urbaine, c'était la menace de Mai Mai Bakatakatanga, c'était le vol de câbles, actuellement c'est le vol de cathodes, mais bref, nous avons pu évoluer pour réduire sensiblement la question de l'insécurité, surtout en ce qui concerne l'insécurité urbaine.
non seulement en tant que gouvernement provincial, nous avons mis des moyens à la disposition de notre police, mais aussi nous avions bénéficié de l'encadrement de la haute hiérarchie pour que la police nationale congolaise, section Haut-Katanga, soit bien équipée et qu'elle puisse aussi répondre à ses obligations. Donc, à ce jour, je sais vous rassurer que la situation évolue comme il se doit et donc il y a moins de crainte qu'avant. Voilà, c'était l'aspect sécuritaire. Vous accueillez le président de la République dans un contexte marqué notamment par des travaux de grande envergure qui ont été faits, qui ont été inaugurés. Quels peuvent être vos mots à ce sujet avant que nous puissions écouter les questions des journalistes et y répondre? Oui, la province du Haut-Katanga, depuis un certain moment, nous l'avons mis sur un élan de développement et nous avons commencé à observer des changements sur tout le plan, que ce soit des infrastructures, que ce soit aussi sur le plan social. Mais la spécialité, c'est le fait que nous avons bénéficié d'une attention particulière, bien sûr, comme toutes les provinces, du gouvernement central pour bénéficier du programme de 145 territoires. Aujourd'hui, après avoir bien sûr obtenu la gratuité de l'enseignement, le président de la République, on peut dire qu'il a accordé aussi la gratuité des écoles au territoire. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui poussent partout dans les territoires et ça fait une fierté. Et cela a justifié la présence du chef de l'État ici chez nous, mais il n'est pas venu seulement pour constater l'évolution des écoles qui sont construites, mais aussi il est venu parce qu'il y a des projets qu'il a bien initiés. C'est entre autres la route Kasumbalesa passant par Mokambo vers Sakanya. C'est une route longue de 143 km. Et il vous souviendra qu'il y a quelque temps, nous avons eu du mal à parcourir cette voie. Certains faisaient, pendant la saison des pluies bien sûr, pouvaient faire même 7 jours sur le tronçon, mais d'autres, ceux qui avaient plus de moyens, pouvaient contourner en passant par la Zambie, qui est pays voisin, ceux qui n'en auraient pas la République démocratique du Congo, qui est le géant au cœur de l'Afrique centrale. Alors, grâce à l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, voilà ce que nous avons constaté, comme par une baguette magique. Il a pris l'option de construire cette route et la route a été construite dans moins de 2 ans. Et nous avons aussi un port sec et donc ça résout 2 choses. C'est vrai que ça donne la possibilité au gouvernement de croître le budget, mais ça donne aussi la possibilité d'améliorer le social de la population. Par social de la population, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une jeunesse désœuvrée, mais la création de l'emploi passe aussi par de telles infrastructures. Ce sont des infrastructures frontalières. Elles donnent la possibilité à la province d'absorber le chômage. Alors ça donne de l'emploi et donc ça améliore sensiblement non seulement l'économie du pays, mais aussi même la question du chômage, de l'emploi. Alors, ça, nous avons salué et c'est une première que cette route de Sakanya ait l'asphalte, mais aussi, nous avons vu au niveau de Kasumbalesa qu'il y a l'amélioration des infrastructures douanières, parce que d'ici, il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, je crois, vous avez tous suivi, nous nous sommes transformés en police de circulation routière pour juste décongestionner la voie parce qu'il y avait une saturation des tracts et les tracts ne pouvaient pas passer. Et nous-mêmes, en tant que gouverneurs, nous étions obligés de descendre sur la voie pour dégager pour libérer la circulation. Et donc ça, c'est un exercice fastidieux, exercice difficile, mais ça nous demande à ce que nous puissions
nous concentrer sur le travail. Et le travail, c'est celui que le chef de l'État a pu faire, parce que ça permet cette fois-là d'avoir non seulement la frontière de Kasumbalesa, ça nous permet aussi d'avoir la frontière de Mokambo, ça nous permet aussi d'avoir la frontière de Lukangaba. Et donc, ça va devoir décongestionner Kasumbalesa. Mais cela n'est pas... Le chef de l'État ne se limite pas seulement à ses projets, raison pour laquelle il est allé poser la première pierre à Tchalwe pour qu'il y ait un projet, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, un projet qui relie la République démocratique du Congo à la République de Zambie, à partir du territoire de Sakanya, et de Kasenga plutôt, partant du village Tchalwe, où un pont de plus ou moins 350 mètres sera jeté, et donc la route sera asphaltée de Tchalwe jusqu'à Lubumbashi. Cela va devoir sensiblement améliorer les conditions de vie des concitoyens. Je salue en passant la ferme volonté du chef de l'État lorsqu'il parle du peuple d'abord, mais moi je l'ai expérimenté et je l'ai vécu, parce que il a quitté Kinshasa et à la première heure il s'est déplacé par route, et la route n'est pas en bon état, mais il s'est déplacé jusqu'à Tchalwe, et donc c'est une ferme volonté qui veut changer les conditions de vie des Congolais, et pour ça nous disons coup de chapeau au président de la République, et nous pensons que les Hauts-Katangais sont reconnaissants de cette détermination. Et je vais vous faire voir que c'est la première fois que le territoire de Kasenga accueille un président de la République. Le président de la République est allé à Kasenga, et c'est la première fois que nous connaissons cela. Et donc c'est formidable. Mais non seulement c'est la première fois, mais le projet qu'il apporte, c'est un projet qui va devoir donner de l'emploi aux jeunes de Kasenga. C'est un projet qui va devoir impacter la vie de la population du Haut-Katanga. Donc voilà, monsieur le ministre. Merci, monsieur le gouverneur. Ce n'était pas seulement le président de la République démocratique du Congo, mais c'était aussi son homologue zambien. Pour rappel, Kasenga, c'est des territoires du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il a d'ailleurs si bien rappelé qu'accueillir deux chefs d'État pour un territoire, c'est un événement historique. Et l'histoire a été écrite hier, et nous attendons de voir dans 2-3 ans quand on pourra venir récolter justement les travaux qui ont commencé. Monsieur le gouverneur, ce soir, il y a des journalistes qui couvrent la mission du président de la République venus de Kinshasa, mais il y a aussi des journalistes de Lubumbashi, et plusieurs questions, évidemment. On va essayer de gérer les temps au regard du nombre des journalistes présents, et l'idéal serait pour chacun d'entre vous de poser une question pour nous permettre d'aller à l'essentiel et d'être sûr qu'on a couvert toutes les questions à travers cet exercice de redevabilité. On va commencer par M. Eric Chibamba. Merci, Excellence, de m'avoir accordé la parole. Alors, tout à l'heure, le gouverneur a évoqué le problème de l'insécurité, en évoquant bien sûr les problèmes liés au vol des cathodes. Le problème, c'est qu'on constate depuis un temps, depuis les déplacements des Kinshasa et les départs du général ici sur place, la diminution de l'insécurité, surtout pour ceux-là qui tuaient en égorgeant. Est-ce qu'on peut se dire que cette histoire d'égorger les gens était liée à ces phénomènes cathodes? Et aussi, aujourd'hui, le fait que le président de la République soit venu ici faire tout ce qu'il a fait, Monsieur le ministre, c'est à vous. Est-ce que c'est une pré-campagne? Est-ce une façon de faire voir à la population que la population doit continuer à lui faire confiance et se dire que demain peut-être il n'aura pas l'occasion de venir dans les Haut-Katanga nous visiter encore pour nous donner son discours de campagne? Bon, écoutez, le président de la République lui-même, lorsqu'il s'adressait d'ailleurs à cette population qui est venue spontanément s'émasser à Kasumbalesa, il a dit que ce n'était pas encore le temps de la campagne.
lorsque nous avions commencé cette communication, j'ai dit que les présidents de la République étaient ici en avril de l'année dernière. Le président de la République peut venir à tout moment. Et je pense qu'ici, c'est là qu'il faut d'ailleurs situer l'exercice que nous faisons. Nous sommes dans un contexte de changement de narratif où nous sommes redevables vis-à-vis de la population. Et que lorsque les travaux s'exécutent, par exemple, lorsqu'on parle du programme de développement local de 145 territoires, lorsqu'on fait ces focus sur les écoles, beaucoup pensaient que nous étions dans l'abstraction. Les programmes des 145 territoires, toutes les infrastructures qui ont commencé, nous parlions tout à l'heure du pont qui sera versé sur la rivière Luapula, il ne faut pas les limiter au mandat politique. Parce que les besoins que nous avons dépassent largement les limites d'un mandat politique. Le président de la République est d'abord un père, grand-père aussi. Parmi les élèves qu'il a rencontrés, sûrement, il y en a qui ont l'âge de ses petits-enfants. Et donc, le souci, c'est de construire l'avenir. Et donc, ici, il faut situer cette visite dans le cadre de sa mission en tant que président de la République, mais aussi de nous en tant que gouvernement. Autant nous venons vous rendre compte et répondre à des questions de ce que nous faisons, autant nous devons faire l'évaluation de certains projets. J'ai dit qu'on était dans le temps de la récolte. Vous savez, pour les 145 territoires, il y a 2200 ouvrages qu'il faut récolter à travers le pays. Le président de la République n'aura jamais matériellement le temps de se rendre partout, mais d'autres ouvrages pourront être reçus par d'autres responsables. Et donc il faut situer la visite aujourd'hui dans le cadre de son travail routinier du président de la République. Et demain, ce sera là-bas, et après-demain, ce sera dans d'autres provinces. Le moment de la campagne viendra, et en ce moment-là, vous verrez que nous avons beaucoup de choses à dire aux Congolais, et nous saurons en ce moment-là sur quel choix les Congolais porteront leur voix, parce que ici, il s'agit d'abord de construire l'avenir et l'avenir de nos enfants. Monsieur le gouverneur, il y avait des préoccupations qui vous concernaient. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, je crois que vous avez posé la question de savoir si le phénomène de vol de cathodes avait un trait avec... avec l'égorgement, on égorgeait et puis on trouvait les gens qui étaient dans les sacs enfermés. Est-ce que c'était lié à ça? Parce que depuis un temps, on ne sait plus voir ces mouvements. Non, je ne pense pas. Il faut faire la part des choses. Je crois que le phénomène des cathodes, c'est un phénomène nouveau. Nous l'avons découvert du fait que depuis un certain moment, Tenke Fungurume avait suspendu les exportations. Et quand Tenke Fungurume a repris avec les exportations des cathodes, on a constaté que, je crois, que Tenke Fungurume a perdu contrôle à un certain moment par rapport au trac qui sortait, et il y a eu un groupe qui s'est formé pour devoir maintenant commencer à détourner ces cathodes-là. Est-ce que c'est avec une complicité interne ou pas? Est-ce qu'il y a complicité des éléments en uniforme ou pas? Est-ce qu'il y a complicité des responsables, que ce soit du côté de la société, que ce soit aussi du côté des services étatiques ou pas? Ce sont toutes ces questions qui se posent et qui méritent d'être répondues. Et donc, nous pensons que d'ici peu, parce que les recherches sont en cours, nous allons devoir arriver au résultat. Mais nous constatons que depuis un certain moment, vous voyez, nous avons commencé à arrêter tour à tour de camions de cathodes qui sont volés, et nous avons commencé à les restituer à qui des droits. Et en ce qui concerne l'insécurité, effectivement, je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de cas d'insécurité que nous avons enregistrés depuis près maintenant de 3 ans, 4 ans. Mais nous sommes battus pour arriver sensiblement à réduire cela, tout en arrêtant, en procédant aux arrestations des commanditaires, et qui ont été transférés certains à Kinshasa. Et je crois que ça réduit, ça nous a donné la possibilité de réduire sensiblement. Mais aussi, il faut qu'on évoque des changements qui ont eu à la tête de la police, aussi au niveau de la province, et ça a permis aussi d'améliorer la qualité des services. Voilà, merci. On va prendre la question de Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole.
j'ai des petites questions pour monsieur le gouverneur, parce qu'on n'a pas le temps de l'avoir tout moment. Monsieur le gouverneur, la question est très simple. Combien la province produit-elle en termes de recettes par mois? Et comparativement à vos prédécesseurs, notamment Moïse Katumbi, y a-t-il amélioration ou régression? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est la définition du partenariat entre le gouvernement provincial et la société Terra, qui a la minoterie Africa Mile? Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il faut qu'on fasse un effort pour rester dans le sujet, parce que la question que vous posez, vous ne pouvez pas comparer le gouverneur Katumbi de l'époque, qui avait 4 provinces. À l'époque, c'était le Katanga, et la province que dirige aujourd'hui le gouverneur Kiabula. On peut rester dans les sujets qui nous permettent d'aller au fond des questions. Bon, sur les autres questions, le gouverneur, évidemment, peut donner des réponses s'il a des indications, mais l'idéal serait que nous restions sur le sujet pour être sûr que nous ne nous écartons pas. Monsieur le gouverneur. Oui, en fait, le ministre a répondu à la première question. Et donc, je passe à la deuxième question. Mais dis-moi, pour les Haut-Katanga, les recettes mensuelles, c'est combien? Ça varie. Il y a un budget. Il y a un budget. Le budget, c'est l'ensemble des prévisions. Et nous nous efforçons pour atteindre les chiffres que nous sommes consignés. Et je ne saurais pas vous donner le chiffre ici parce que cela varie. Il y a des moments où nous atteignons ce qu'on appelle les assignations, mais aussi des moments où nous n'arrivons pas à les atteindre. Mais il faut aussi relever le fait que nous avons connu des difficultés, surtout que l'ensemble des recettes de la province sont plus situées au niveau des opérations minières. Et certaines mines ont dû fermer, d'autres ont suspendu, ont arrêté momentanément la production. Et donc ça nous a mis totalement en difficulté en tant que province minière. Et donc c'est difficile peut-être que vous puissiez le comprendre, mais si vous êtes du domaine, je sais que vous êtes chercheur, vous allez comprendre qu'il s'agit de plusieurs sociétés de la province du Haut-Katanga qui ont connu ce genre des problèmes. C'est entre autres Rwashi Mining, c'est entre autres MMG à un certain moment, c'est Chemaf, Denirma, et donc ça a dû varier et ça nous a totalement, ça a paralysé les finances de la province. Mais des efforts sont fournis pour arriver à relever le niveau de finances et je crois que d'ici peu nous allons facilement arriver à surmonter les difficultés. Je sais que c'est la question que vous n'avez pas posée, que vous gardez pour vous, mais je vous donne la réponse pour vous satisfaire. Donc voilà en gros la réponse. Voilà, on va prendre la question Il y a de la Madame question, Esther la Dio. question par rapport à Terra. Comment la définition des partenariats? Le gouvernement provincial a mis en place une politique de subvention. Des subventions à l'agriculture ou de l'agriculture. La première année, nous avons subventionné les agriculteurs qui sont organisés, certains en coopérative, d'autres qui sont regroupés au niveau des villages qu'on appelle villages agricoles, d'autres c'est des grands fermiers, c'est entre autres Terra qui est parmi les grands fermiers. Terra a dû bénéficier de la subvention du gouvernement provincial. Pour la première année, nous avons subventionné à 13 000 hectares. La deuxième année, on était à 11 000. Et la troisième année, nous étions à 15 000. Et la quatrième année, nous étions à 20 000, c'est-à-dire la saison passée. Et cette saison, nous allons encore, d'ici peu, subventionner 20 000 hectares. Et parmi les bénéficiaires, il y a aussi Terra. Mais la spécificité de Terra parmi les bénéficiaires, c'est le fait que Terra détient aussi une minoterie, et c'est la plus grande minoterie en Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons la possibilité, lorsque nous subventionnons, nous avons la possibilité d'avoir du maïs comme remboursement,
et ce maïs-là est transformé localement. Nous n'envoyons pas ça à l'étranger pour la mouture, mais nous transformons ça localement en farine, et c'est cette farine qui nous a sauvés, que nous avons constituée comme étant un stock stratégique lors de la crise qui a piqué, qui a fouetté la province du Haut-Katanga. Nous avons mis ces stocks pratiquement à $10, c'était même moins de $10 parce que c'était à 20 000, quel que soit le taux, mais nous avons gardé le prix à 20 000 et ça a essayé de contenir la pression de cette crise de maïs. Donc Terra, c'est un partenaire, c'est aussi en tant que ferme peut-être, une ferme que nous encadrons aussi au niveau du gouvernement provincial. Voilà, Madame Esther Diour. Merci Excellence de m'avoir accordé la parole. À ce jour, le gouvernement central ainsi que le président de la République comptent beaucoup de réalisations à leur actif. Mais il y a dans certains coins du pays où ces réalisations ne sont pas connues. Alors vous, en tant que ministre de la Communication, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour faire parvenir le message ou faire connaître les réalisations du chef de l'État dans les coins les plus reculés où on ne retrouve pas les médias sociaux ou la radio, la télévision? Je cite par exemple, j'ai été une fois à Mitwaba, on ne connaît rien des réalisations du chef de l'État dans certains coins. Merci. Voilà, bon, c'est une question pertinente parce que s'il y a quelque chose que nous devons faire de manière permanente, c'est évidemment communiquer. Et je dois le prendre sur mon compte que par rapport à l'immensité du travail que nous faisons et du pays, on ne sait peut-être pas toujours tout couvrir de manière optimale. Mais ici, je veux vous retourner la question parce que ceux qui sont censés communiquer sur ce que nous faisons, c'est aussi cela le travail du journaliste, la collecte, le traitement et la diffusion. Je plains fort malheureusement cette forme de surpolitisation de la vie en République démocratique du Congo, parce que tout le monde, et vous allez voir d'ailleurs dans les questions qui vont être posées tout à l'heure, on veut se focaliser dans la polémique, on veut parler des individus, mais on ne veut pas toujours accorder l'attention qu'il faut. Je vous ai dit que dans le cadre du projet des 145 territoires, si on fait un petit exercice ici, on aura du mal à trouver quelqu'un qui nous cite les 145 territoires, tous, ou même les 6 territoires de la province du Haut-Katanga, ou les territoires de la province du Lualaba, etc. À Mitwaba, il y a les projets des 145 territoires qui se déploient. Et dans la stratégie que nous avions préparée à notre niveau, d'ailleurs, la ministre du Plan est sur place ici à Lubumbashi, pour essayer de faire ces suivis, c'est de voir justement comment on peut vous impliquer. Mais ça, c'est une chose en termes de publicité de ce que nous faisons. Mais l'objectif que nous poursuivons dans les cas de l'action du président de la République et du gouvernement, ce n'est pas de la publicité par rapport aux médias, mais c'est résoudre les problèmes des Congolais. Et nous pensons que de ces points de vue, les Congolais, quels que soient les coins dans lesquels ils se trouvent en ce moment, sont en train d'écouter des bruits des chantiers, sont en train de voir du sable, parce que le projet des 145 territoires est un projet, comme son nom l'indique, 145 territoires, qui permettra à chaque territoire de la RDC, ça veut dire où se trouvent les Congolais, de voir l'action du gouvernement. Nous travaillons dans un contexte qui est difficile parce que, point n'est besoin de rappeler les années antérieures où nous n'avons pas investi, point n'est besoin de rappeler les contextes sécuritaires de la crise de Covid, etc. Le temps n'est pas aux excuses. Le temps pour nous comme gouvernement, c'est de nous assurer que nous faisons les meilleurs à notre disposition pour régler les problèmes des Congolais. Et je pense que c'est ce que nous faisons. Lorsque vous avez regardé les yeux de ces élèves hier à l'école primaire à Kili, vous ne pouvez qu'être heureux. Lorsque vous avez regardé ces directeurs, même si cela n'est pas montré dans les médias, mais ces directeurs, les familles, les parents de ces enfants qui bénéficient de la gratuité vivent au quotidien l'impact de ce que nous faisons. Donc moi, je veux vous retourner la balle pour que vous, les journalistes, dans les cas de vos travail traditionnels, vous puissiez aussi vous interroger et suivre ce qui s'est fait en dehors de la politique, parce que je pense que c'est là qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour nos populations. Merci madame. On va prendre la question de Oscar Mbal. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai deux petites questions, parce que j'ai assisté personnellement à la pose de la première pierre
pour le lancement des travaux de construction du pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Pour ne pas rentrer dans la guerre des chiffres, je voudrais, Excellence, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous donner les coûts globaux de ces travaux du pont qui sera jeté sur la rivière Luapula et qui les finance exactement. Deuxième petite question, une fois le pont jeté, qu'est-ce que la RDC va tirer comme bénéfice? Parce que nous avons toujours comme l'impression que nous accompagnons dans les cas de projets intégrateurs d'autres pays qui sont d'ailleurs avancés, plus avancés que nous, mais nous-mêmes nous sommes à la traîne. Or, nous sommes dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Merci. Alors, sur votre première question, je crois que nous étions là avec vous hier. Vous avez sûrement entendu les discours des ministres de l'infrastructure de la Zambie, mais aussi les discours du directeur général de l'entreprise GAD, ou JET, j'ai peut-être pas bien retenu le nom, qui parlait... JET, oui. JET d'Africa. JET d'Africa, qui parlait d'à peu près, si ma mémoire est bonne, 228 millions de dollars. Peut-être que le gouverneur a les bons chiffres, il pourra les donner. Mais de toute évidence, dans le cadre de cet exercice de redevabilité, nous aurons l'occasion d'interroger le ministre des Infrastructures qui est sur place ici. Peut-être qu'on n'a pas pu l'avoir ce soir, peut-être que, en tout cas, un de ces quatre, il pourra venir pour donner des détails sur le projet. Je sais que c'est un partenariat public-privé d'une entreprise qui va travailler à la fois en République démocratique du Congo et en Zambie, parce qu'il faut, c'est un projet intégré, vous l'avez dit, qui doit faire avancer les communautés des deux côtés de la frontière. Le gouverneur peut évidemment mieux que moi vous dire quel sera l'impact de ces ponts, et peut-être que, monsieur le gouverneur, si vous avez quelques chiffres tels que demandés par notre cher Oscar, vous pouvez nous les communiquer. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que le chiffre, c'est 285 millions de dollars. Et la population du Haut-Katanga va devoir tirer le profit de ces projets. Premièrement, comme je vous ai dit, pour atteindre la Tanzanie, nous étions obligés, à partir de Lubumbashi, d'aller d'abord en Zambie, par Kasumbalesa, puis remonter en Tanzanie. Ce qui nous donne, contrairement à celui qui prend le tronçon Lubumbashi-Kasenga, Kasenga-Chalwe, Dar es Salaam, celui-là, il va gagner 300 km. Alors, premièrement, le coût de revient de la marchandise est assez moins, et par conséquent, le prix de vente pourra être aussi minimisé. Ce qui sous-entend que nous pouvons avoir la réduction ou nous pouvons avoir la marchandise à moindre coût. Ça a un impact sur le vécu de la population, mais ça permet aussi que le coin se développe. Vous savez ce que nous venons de constater aujourd'hui à Sakanya. Sakanya, c'était une cité qui n'était pas totalement sollicitée, c'est-à-dire qui n'était pas totalement habitée, mais aujourd'hui, on trouve des constructions qui commencent à pousser, tout simplement parce qu'il y a une activité économique. Et donc, le pont qu'on va jeter là et le poste frontalier qu'on va construire là va devoir aussi amener des activités, et ça va absorber le chômage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est une très bonne chose pour notre jeunesse, mais c'est aussi une très bonne chose pour le social de notre population, parce que la ville de Lubumbashi sera approvisionnée à moindre coût. Voilà, on va prendre les questions de Madame Chanel Chico. Monsieur Chanel Chico, excusez-moi. Bien, merci. Ma question, elle est un tout petit peu longue, mais je l'ai écrite, hein. Vous en faites pas. Alors, Excellence, nous avons assisté à Chalwe, dans le territoire de Kasenga, à l'entente cordiale
qui existe entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue zambien, avec notamment le lancement du projet de la route transfrontalière Kasomeno-Kasenga-Chalwe au village de Mwenda en Zambie. Excellence, qu'en est-il du projet en commun lancé en juin 2021 avec l'Ouganda, c'est-à-dire la route Kasindi-Beni-Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma? Pensez-vous que sur base des déclarations de la société civile et de la population sur le déplacement des bornes d'environ 3 km au village Mungo, dans la localité de Busanza et proche de Bunagana en territoire de Rutshuru, soit de nature à renforcer cette relation comme pour la Zambie? Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est autour du sujet de M. Stani Bouchakera. Pour Assado, le confrère Stani Bouchakera est en détention pour des raisons autres que celles liées à l'exercice de sa profession journaliste. Selon Human Rights Watch, la justice lui demanderait de relever les sources d'un article de Jeune Afrique qu'il n'aurait même pas écrit. À l'heure actuelle, que pouvez-vous nous dire de plus sur sa situation? Merci pour vos questions. Sur la première question, bon, si vous avez fait le lien, le parallélisme entre les deux pays, c'est des situations qui sont différentes. Alors, sur la question de la bande frontière, c'est une question que nous suivons de près au niveau du gouvernement. Je pense que le ministre des Affaires étrangères utilise les voies diplomatiques qu'il faut pour arriver à régler cette question, parce qu'il est hors de question qu'on puisse déplacer les périmètres, les bornes de frontières qui sont prévues depuis bien longtemps. On ne pourra pas, évidemment, je ne pourrai pas vous donner plus de détails, vu que c'est une question qui est suivie de près au niveau des affaires étrangères, parce que même le collègue, le VPM Jean-Pierre Bemba de la Défense s'est référé au ministre des Affaires étrangères dans le cadre du fonctionnement du gouvernement pour avoir des éléments à ce niveau, et très rapidement on pourra vous donner une réponse, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le sujet. C'est des questions que nous suivons de près. Avec le ministre des Affaires étrangères, on pourra vous donner des réponses. Alors, sur la question de Stani Bouchakera, c'est une question qui revient souvent, et d'abord je dois rappeler ce que j'ai dit, que nous, on n'a jamais mieux fait que nous en termes de liberté d'expression. La preuve, il est 23h35, vous avez les gouverneurs de la province et les ministres, après 2 journées, on n'a presque pas dormi, qui sont debout devant le média pour vous donner la bonne information. Et donc, et depuis l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, régulièrement au mois de mai, les journalistes savent qu'ils ont un rendez-vous. Et sous sa direction, nous avons eu les états généraux de la communication et des médias qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une nouvelle loi, d'ailleurs que les journalistes ont voulu baptiser loi Muyaya, et que voilà, nous continuons ces démarches. Sur la question de Stani Bouchakera, évidemment, c'est une question qui nous préoccupe. Parce que pour nous, lorsqu'un journaliste est arrêté, quels que soient d'ailleurs les mobiles, nous n'y entrons pas. Nous voulons nous assurer qu'on ne le prive pas des libertés de faire son travail. Et en l'occurrence, sur le cas de Stani Bouchakera, je me suis réservé, je veux continuer d'ailleurs de me réserver d'en dire davantage, parce que c'est une question qui est encore sous traitement au niveau de la justice. Nous nous sommes assurés de lui apporter l'accompagnement qu'il faut, et de manière quotidienne d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ceux qui parlent aujourd'hui suivent cette question plus que moi. Parce que je suis d'abord ministre des tutelles, et beaucoup qui regardent cette question veulent le ranger, je vois de part et d'autre, le relier à des questions électorales, etc. Il faut d'abord rappeler le contexte. Dans quel contexte nous étions avec vous en juillet, lorsque nous préparions les Jeux de la francophonie? Vous vous souvenez qu'on disait, et même moi, j'ai été taxé d'ailleurs par un comédien de Lubumbashi, d'après ce qui m'a été dit, d'être vampire, vendeur d'organes, etc. À Kinshasa, vous savez, tous peuvent le témoigner, que nous étions dans un stress. On disait que la sécurité ne serait pas assurée, et beaucoup de délégations étaient frileux, on n'a pas envoyé des athlètes comme on devait les avoir, parce qu'il y a des laboratoires qui ont fonctionné notamment pour ternir un peu l'image
que nous voulions donner de la capitale qui préparait les Jeux. Heureusement que Dieu est toujours avec nous et comme nous avons la détermination, les Jeux se sont passés, c'est des Jeux historiques comme on n'a peut-être jamais vu dans l'histoire de la francophonie. Le 12 juillet, nous avons tous vu des alertes sur les réseaux sociaux disant que le ministre Kende, l'honorable Kende, aurait été kidnappé. Le lendemain, le 13, vous avez vu la mauvaise nouvelle. Nous tous, on était sous les chocs. Il était prévu que ce jour-là, le président de la République puisse lui-même se rendre sur le terrain pour aller faire le point de différents projets. Il n'est plus sorti parce qu'il était sous le choc. Le Premier ministre, il était aussi sous les chocs. Avant même que je ne fasse ma première communication, nous tous, on a voulu comprendre ce qui se passait parce que c'est un député national qui était il y a quelques mois ministre. Et donc, et depuis, nous avons décidé de la manière la plus transparente de faire une enquête. Et dans cette enquête, il y a des experts qui sont venus de Belgique, d'Afrique du Sud, de la MONUSCO, et nos experts locaux. On aurait pu nous dire, et cette enquête a été décidée au terme d'une réunion de sécurité avec tous les services de sécurité. Et donc, lorsque nous décidons de faire appel à des experts internationaux, ce n'était pas parce que nos experts nationaux ne pouvaient pas bien conduire l'enquête, mais c'est parce qu'il y avait besoin d'enlever toute forme de soupçon. Parce qu'on va dire, ah voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Comme nous sommes ici, malheureusement, habitués à aller dans la polémique, même parfois là où il ne faut pas aller dans la polémique. Et donc, il y a une enquête qui est soutenue par des experts internationaux, qui s'est faite de manière transparente. Parce qu'ici, il faut faire attention. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Moi, je suis ministre de la communication et des médias, et c'est d'ailleurs l'embarras sur le sujet. On ne sait pas parler du côté de ce qui se passe du côté de la justice, parce que c'est des méthodes qui sont différentes. Et dans les moments venus, ils pourront peut-être faire de communication pour ce qui les concerne. Mais pour ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous avons fait? Ce rapport qui est sorti, je pense, le 30 août, qui a commencé à circuler le 30 août 2023, est un rapport faux qui est attribué à l'ANR. Lorsque vous lisez les contenus de ces rapports, de par la forme, etc., lorsque vous le regardez, j'ai parlé à plusieurs journalistes ici qui ont reçu ces rapports, qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'exploiter parce que c'était un fake report. Lorsque des médias, je l'ai dit récemment quand j'étais à Washington, comme RFI, publie ces rapports, M. Boisbouvier, je le cite, m'a contacté pour solliciter une interview avec le président à New York. Et je lui ai posé la question, pourquoi RFI ne nous a pas posé la question, n'a pas posé la question à une quelconque autorité congolaise pour contre-vérifier ces rapports. C'est cela, le traitement de l'information. Ça, c'est ce que nous faisons au plan professionnel. Parce que je dois rappeler que dans la loi que nous avons adoptée, c'est une loi qui est encore plus protectrice des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un journaliste parce qu'il a écrit un article qui portait atteinte à M. Kiaboula, sans que M. Kiaboula n'ait eu l'occasion, à travers le droit de réponse, d'être rétabli dans ses droits. Ce n'est que lorsqu'il n'obtient pas ses droits de réponse que M. Kiaboula peut saisir la justice en ce moment-là. Et donc, nous, ce que nous avons dit, nous avons fait observer à ses confrères, à ses journalistes, que ce n'était pas professionnel de leur part de traiter un rapport, alors qu'ils savent le contexte dans lequel nous sommes, alors qu'ils savent qu'il y a un rapport qui est attendu. Vous vous basez sur un rapport qui risque de porter atteinte à l'authenticité du rapport qui sera fait par des experts venus du monde entier. Parce que nous avions voulu associer les FBI, la DGC, tous les services des pays amis pour obtenir l'éclairage. Ce que nous avons fait, c'est ce qui est professionnellement recommandé. Le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a écrit à Jeune Afrique et à RFI. Contrairement à ce qui s'est dit, les responsables à la fois de Jeune Afrique et d'RFI savaient que cette réaction arriverait bien avant d'ailleurs l'arrestation de Stani. Parce que nous avions discuté avec eux. Moi, j'ai parlé avec M. Boisbouvier et on a convenu qu'il y aurait
un droit de réponse, une réaction de notre part pour qu'il puisse réparer. Ça, c'est ce qui devait être fait de manière professionnelle. Mais lorsque la justice, la commission d'enquête, estime qu'il y a une piste là-dedans et qui considère Stani Boujakera, d'abord, le président l'a dit, nous tous, nous les connaissons. Nous tous, nous avons aujourd'hui de la peine pour lui, pour sa famille, pour sa rédaction. Mais lorsque la justice estime que là, il y a une piste qui peut nous conduire soit à la manifestation de la vérité pour savoir qui serait derrière la disparition de notre collègue ou qui voudrait que la vérité puisse être altérée, c'est la justice. C'est l'embarras dans lequel nous sommes parce que moi, comme ministre, on n'a pas de marge d'intervention sur ce que fait la justice. Dans les autres pays du monde, je pense aussi que c'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, nous continuons à témoigner notre solidarité, à suivre les dossiers de près, et nous continuons à désespérer qu'au niveau de la justice, la question pourra être décantée rapidement. Merci. Excellence, dernière question. Vous en avez déjà posé deux et qui ont pris du temps, s'il vous plaît. Elle est toute petite, la dernière question, Excellence. Alors, Excellence, depuis New York, au siège des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères avait lancé un ultimatum aux rebelles du M23. Quelle suite pouvons-nous attendre de la résolution de cette énième crise de l'État? Bon, écoutez, sur cette question, je pense qu'il y a encore, malheureusement, on ne fait pas toujours un effort pour nous informer dans les détails sur ce qui se passe et surtout sur les questions sécuritaires à l'Est. Le vice-premier ministre, ministre à la Défense, Jean-Pierre Bemba, a pris part à une réunion le 30 août avec ses homologues de la sous-région de la communauté de l'Afrique de l'Est. Au terme de cette réunion qui s'est tenue le 23 août, il était convenu qu'on accordait un mois à la force régionale pour ouvrir la route qui conduit vers Rubangabo pour permettre les débuts du précantonnement. Je me permets de rappeler que depuis novembre 2022, dans le cadre du processus de Luanda, il y a une feuille de route qui prévoit les cessez-le-feu, qui est respectée du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, le retrait, le cantonnement, la démobilisation, etc. Et ça fait plusieurs semaines que le gouvernement de la RDC a apprêté le matériel qu'il faut, qui aujourd'hui, je pense, est au niveau de la MONUSCO, les différents conteneurs qu'il faut avec les matelas et tout ce qu'il faut pour faire le processus de précantonnement. Mais la route est bloquée. Nous devons observer un cessez-le-feu. Et donc aujourd'hui, on a constaté qu'après le mois qui avait été accordé le 23 août au 24 septembre, on doit constater que la force régionale n'a pas été en mesure d'ouvrir la route et de faire démarrer le processus de précantonnement tel que prévu. Alors la suite, il y a une réunion, des réunions qui vont se tenir bientôt avec, je pense, les ministres des Défenses et les chefs d'État qui doivent être convoqués par les présidents burundais pour permettre de statuer sur la suite à réserver à cette question. C'est dans ces contextes-là que vous devez comprendre d'où est venue la date du 24 août. Et du 24 septembre plutôt, et je pourrais mettre à votre disposition les communiqués après ces briefings de la réunion pour vous permettre d'être édifiés. On va prendre les questions de Madame Rachel Kitsit. On doit terminer dans 10 minutes parce qu'il est tard, on doit vous libérer. Donc allez droit au but, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Souffrez que je revienne sur le Stani Boujakera. Souffrez que je ne fasse pas plus de commentaires. Monsieur le ministre, souffrez que je ne fasse pas plus de commentaires. Vous êtes un ancien journaliste. Vous savez que dans pareil cas, ce n'est pas le journaliste qui répond devant la loi, c'est plutôt le directeur de publication qui engage la rédaction et qui engage le média. Comment Stani Boujakera, lui qui est journaliste à Jeune Afrique, qui dit qu'il n'a pas signé cet article, copie encore en prison, à la prison centrale de Makala, et c'est qui Madame, je crois que, s'il vous plaît, vous ne m'avez pas suivi. Très bien. Si vous m'aviez suivi, je vous ai très bien vous m'aviez suivi, vous n'auriez pas posé cette question. Je vous explique pourquoi. Parce que je vous ai dit, comme gouvernement, il y a un article qui est sorti avec des informations qui étaient incorrectes. Qu'est-ce que nous faisons
On a écrit. Est-ce que vous avez accès au dossier d'accusation? Pourquoi alors pensez-vous que nous on a écrit à Jeune Afrique? Pourquoi voulez-vous que le ministre de la Communication réponde d'une question qui est traitée par la justice? Interrogez le parquet. Vous êtes journaliste, allez-y. Parce que sur cette question, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Je ne pense pas, et d'après les témoignages qu'il reçoit de confrères, on a fait autant de progrès pour les questions qui nous concernent. On ne va pas nous reculer derrière cet engagement. Mais ici, il y a un cas malheureux qui arrive, qui vous affecte, sûrement pas plus que moi. Parce que ceux qui nous regardent de l'extérieur ne connaissent pas les contextes du stress que nous avons vécu à la mort de l'honorable Chérubin. C'est sûr qu'on perdra des places dans les classements Reporters sans frontières. Vous n'en répondrez pas. Les médias n'en répondront pas. C'est nous, les gouvernements. Et donc il faut considérer que nous sommes de bonne foi, mais il faut aussi considérer que le travail de la justice doit être respecté. Donc je souhaiterais que ces questions, j'ai répondu exceptionnellement, parce que depuis les débuts, je m'abstiens de répondre à cette question pour éviter, parce que c'est une question qui nous dérange nous tous, mais il faut, à mon avis, attendre la justice. Et s'il y a des préoccupations, saisissez les parquets. Alors, on va revenir Je voudrais sur les finir avec questions une de autre notre question sujet. d'actualité, si vous le permettez. L'ancien président tanzanien qui est arrivé à Lubumbashi, il se raconte beaucoup. Il dit qu'il est venu écouter le président de la République, mais plusieurs analystes également, que nous lisons à travers les réseaux sociaux et les médias. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous en savez un peu plus sur l'objet de sa venue ici en République démocratique du Congo? Alors, vous faites bien de poser cette question parce que il y a beaucoup trop de spéculations. Est-ce que vous connaissez, Madame Kitita, la qualité du président Jaka Emrich Kikwete actuellement? Combien d'entre vous connaissent sa qualité? À quel titre il est venu? Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans le cadre de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans le cadre de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région, parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos FARDC, les M23. Donc il n'y a pas, comme j'ai cru le voir, de tentative de médiation. Ce n'était pas à l'ordre du jour de son agenda. Voilà, on va prendre la dernière question pour terminer avec Izuba. Ou on prendra la question de... Madame, vous avez une question? Izuba, s'il vous plaît. On va accorder la parole à Madame. S'il vous plaît. Allez au micro. Écoutez, alors, posez une question, parce que la plupart des questions qui sont posées, c'est des questions qui se répètent. De toute évidence, on va terminer. Oui, nous étions à Sakanya. Donc, vous auriez dû venir là-bas, vous auriez vécu avec nous l'événement. Madame, allez-y, présentez-vous s'il vous plaît, donnez-nous le nom de votre organe et votre question. Bonsoir, Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Gouverneur, bonsoir. Bonsoir. Rebecca Faïla pour Malaika Télévision. Alors, Monsieur le Ministre,
quels sont les défis majeurs auxquels le gouvernement fait face dans la préparation des élections et comment comptez-vous les surmonter à 2 mois des échéances? Alors, le premier défi auquel nous faisons face comme gouvernement, ici je suis désolé, monsieur le gouverneur, vous deviez recevoir plus de questions que moi, mais apparemment... Avec lui, on a déjà toutes les vous êtes habitué apparemment, monsieur le gouverneur, et c'est très bien, parce que vous faites un exercice de redevabilité. Écoutez, d'abord dans le cadre du processus électoral, je veux revenir encore là-dessus. C'est quoi le rôle du gouvernement? Parce qu'il faut parfois qu'on fasse un peu de pédagogie, qu'on s'interroge sur le rôle des uns et des autres dans les processus. Le gouvernement met à disposition les moyens, assure la sécurité. Les parlements préparent les lois et les différents textes. La société civile sensibilise la population. La CENI s'occupe à organiser des élections et la CENI est organisée en son sein. Parce que les élections, c'est plusieurs acteurs qui interviennent en même temps. Alors, la préoccupation principale du gouvernement en ce moment, c'est de travailler pour que d'abord nous continuions, tel qu'on a déjà commencé, dans un contexte difficile, le financement du processus, parce que pour nous, nous devons vite arriver au 20 décembre pour que les Congolais, c'est les dialogues, je le disais il y a quelques mois, c'est les dialogues qui est attendu avec les Congolais. Aujourd'hui, nous nous sommes préoccupés par la situation des compatriotes qui sont dans les territoires encore sous occupation du M23 et du RDF. Et donc, c'est toute la conversation d'ailleurs que le président de la République a eue aujourd'hui avec le président Kikwete, parce que pour nous, les élections que nous voulons inclusives, pour la première fois, les Congolais qui sont à l'étranger vont voter. Nous voulons que nos compatriotes qui sont dans cette partie du pays puissent voter comme tout le monde. Et donc ça, c'est une question qui a des implications d'ordre sécuritaire et sur lesquelles nous travaillons, y compris diplomatiquement, pour nous assurer qu'à l'échéance du 20 décembre, qu'on ait des Congolais de cette partie du pays-là, Massissi, Rutshuru et des Kwamouth, puissent être en mesure de voter. Alors, comment le ministère de la Communication prévoit-il de promouvoir un environnement médiatique libre et équitable pendant cette période électorale? Alors, je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne à qui il faut poser cette question, parce qu'il s'agit plutôt, c'est le CESAC, les conseils supérieurs de l'audiovisuel, qui s'occupent de l'organisation de la campagne. Pour ce qui nous concerne, de toute évidence, c'est moi qui disais que les opposants doivent quitter la périphérie. Parce que nous étions sur des sujets qui, de notre point de vue, ne touchaient pas aux problèmes de Congolais. Et nous sommes prêts, et je serai très heureux, et notre candidat, le moment venu, lorsque tout sera formalisé, sera aussi très heureux de pouvoir débattre des questions qui concernent les Congolais dans le fond, pas dans la polémique politicienne, ni des plaintes de quelconque nature. Nous, on parle de 145 territoires. Nous, on parle du port sec de Sakania. Venez, on va parler gratuité, on va parler couverture santé universelle, et vous allez nous dire quelle est votre alternative. Si vous êtes mieux que nous, le peuple décidera. Et donc, voilà. Merci. Alors, exceptionnellement, on va prendre la série. Ijouba, on va terminer par vous. Allez-y, s'il vous plaît. Une question, et on va s'assurer que c'est des questions destinées au gouverneur. Comme ça, on va terminer l'exercice. Et j'espère que ce ne sont pas des questions qui ont déjà été posées en ce moment-là. C'est un nouvel aspect d'une des questions déjà posées. Ah. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup pour la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Jean Gandou de Radio Capi. Je vous en prie, Jean Gandou. Monsieur le gouverneur, tout à l'heure, vous avez parlé de l'affaire de Cathode. Et on a parlé de Cathode Gate, au sujet des 120 tonnes qui ont disparu. Jusqu'à ce jour, on n'en sait pas grand-chose. Dans les réseaux sociaux, on attribue à telle ou telle autre personne. Vous qui êtes là, le numéro 1 de la province, dites-nous, c'est quoi en fait cette affaire? Et à ce jour, où seraient les 120 tonnes de cathodes de TFM? Et quelles sont les relations que la province a avec l'entreprise minière TFM? Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que j'ai répondu à cette question. Vous êtes revenu avec plus de précision sur les 120 tonnes des cathodes qui ont été volées.
tous nous avons été alertés de la disparition de ces 120 000 tonnes. Et je vous ai dit que les recherches sont en cours au niveau de la justice et que des gens sont interpellés. Et donc nous attendons les résultats des enquêtes pour être édifiés. Et donc le dossier ne se trouve pas à notre niveau, mais nous pensons qu'il y a des efforts qui sont fournis par la justice pour arriver à déceler ou à établir les responsabilités. Voilà. Merci beaucoup, c'est Junior Ndaladibala de louchiactu.cd. Je pose la question au gouverneur. Les séjours du chef de l'État dans le Haut-Katanga, accident sur la route Kasenga. Est-ce qu'aujourd'hui on peut connaître la suite, le bilan des blessés? Mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas une question qui fait l'actualité. C'est à propos des arriérés des agents de la fonction publique provinciale. Lors de l'ouverture de la session parlementaire, le président de l'Assemblée provinciale est revenu là-dessus dans son discours. Monsieur le gouverneur, pourquoi le Haut-Katanga, qui est classé meilleure province, n'arrive pas à payer les agents de la fonction publique? Merci. Merci beaucoup. Je crois que la province du Haut-Katanga n'est pas classée meilleure province pour avoir payé le salaire des agents, non. Mais c'est l'ensemble de son programme. Je vous ai fait savoir les difficultés que nous avons connues en ce qui concerne le niveau de recettes, et cela qui est pratiquement lié à la sous-production de certaines sociétés dans la région, malheureusement, qui ont connu une baisse de production. Il fallait d'ailleurs évoquer aussi le cas de manque d'énergie électrique. Et que ce soit ici, même dans le Lualaba, on connaît actuellement le même problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous venons d'assister à Kasumbalesa. Le chef de l'État est allé visiter la construction d'une sous-station, d'une station plutôt de la station. Hein? Tout à fait, nous étions là. D'une station pour arriver à améliorer la qualité de l'énergie électrique afin de servir la société, plutôt la cité de Kasumbalesa et la société Sodinico pour accroître la production. Et donc avec la forme de criminalité que j'ai décrite ici, le vol des câbles électriques en cuivre, ça nous a sensiblement aussi mis en difficulté du fait que aujourd'hui certaines sociétés minières sont privées d'électricité. Alors il y a une nouvelle ligne qu'on est en train d'ériger déjà, si vous voyez sur le tronçon Likasi-Lubumbashi, une nouvelle ligne qui est en train d'être tirée. Ça va nous permettre d'améliorer la qualité des dessertes électriques afin de servir les sociétés minières. Et donc tout ça, ce sont des raisons tout à fait techniques et vous ne saurez pas. Mais aussi, il faut avouer que la province est engagée dans des chantiers ou des projets assez ambitieux et qu'il fallait terminer à tout prix. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des chantiers qui continuent, qui évoluent très bien. Et donc, quand je parle des chantiers, j'ai fait allusion au camp qu'on est en train de jeter au niveau de la rivière Kafubu pour relier la commune de la Katouba au quartier 5 ans. Je parle de travaux sur la route marché Moïse. Je parle de la route Kassapa prolongée que nous sommes en train de construire. Je parle de la route du boulevard Katouba qui est en construction. À Likasi, c'est le boulevard Panda pour l'instant. C'est la route de contournement. C'est la route de Sapin 2. Sapin 2 qui se construit. Et donc, il y a beaucoup de chantiers qui évoluent, qui avancent comme il se doit. Pourquoi? Parce que d'ici peu, c'est le retour de la pluie. Et donc, il faut accélérer avec ces projets. C'est la première fois, certes, que la province du Haut-Katanga puisse connaître des difficultés à ce niveau pour
enregistré des arriérés de salaire de 2 mois, pour l'instant 2 mois. Et donc, c'est nouveau, mais je crois que nous sommes en train de travailler pour arriver à améliorer cela. Bref, il faut faire la part des choses. Lorsque nous parlons des chantiers, nous voyons des travaux d'intérêt public, d'intérêt général. C'est-à-dire même celui qui n'est pas agent du gouvernorat, il va devoir utiliser cette voie. Même celui qui est agent du gouvernorat, il va devoir utiliser cette voie. Lorsque nous parlons de la sécurité, ça concerne et les agents du gouvernorat et ceux qui ne travaillent pas au gouvernorat et toute la population de manière générale. Et donc, nous efforçons à assurer la question d'intérêt général, mais nous efforçons aussi d'assurer aussi la question d'intérêt particulier qui est l'intérêt de nos agents. D'ailleurs, nous tous, nous sommes agents. Donc voilà. Vous n'êtes pas aussi, vous enregistrez aussi des arriérés. Oui, donc j'ai aussi des arriérés comme tous les agents. Voilà, sur la question de l'accident. Sur la question de l'accident, le gouverneur pourra vous faire le bilan évidemment. Okay. Mais je pense qu'il y a eu, en tout cas, plus de peur que des mal. Parce qu'il y a eu carambolage, il y a eu 2-3 incidents, le gouverneur en dira davantage. Des véhicules, il y avait de la poussière sur la route et je crois qu'il y avait un chauffeur qui a brusquement freiné et des véhicules se sont cognés. Le cas qui était à l'instant, qui était émotionnellement difficile à gérer, c'était le cas du ministre Jean-Lucien Boussa, qui n'était pas blessé, parce qu'il n'y avait rien d'apparent, mais qui semblait avoir un choc au niveau de la poitrine. Et il a été secouru sur place. Je me suis arrêté d'ailleurs du cortège pour m'assurer que tout se fasse. Et ici, je dois véritablement saluer la capacité d'intervention des équipes du cortège du président avec le général Kangoudia, parce qu'ils avaient une ambulance, ils avaient tout ce qu'il faut pour intervenir sur place, prélever les signes vitaux. Et le ministre Jean-Lucien Boussa se porte bien parce que j'ai parlé avec lui déjà depuis hier. Et donc, j'ai vu qu'il y a eu des choses qui ont été présentées d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, mais je crois que la bonne information, c'est celle que nous venons de vous donner. Et les gouverneurs, lorsque nous étions sur le chemin du retour, nous avons compté. Il y avait, je crois, une ambulance qui avait connu un problème sur la route. Il y avait les 4 véhicules concernés dans les carambolages qui impliquaient les membres du gouvernement. Et puis il y avait, je pense, un autre véhicule. Et notamment, d'ailleurs, monsieur le gouverneur, vous pouvez dire ce que vous avez fait, comme vous êtes là. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. En fait, quand on suit les réseaux sociaux, on sent que c'est vraiment dramatisé. Il n'y a pas eu en soi, il n'y a pas eu de morts, de décès. Donc, il y a eu un seul blessé, et aussi pas grave. Et 4 voitures qui ont été touchées, que nous avons déjà ramenées ici à Lubumbashi. Et donc, et que notamment vous avez envoyé la police pour s'assurer de la sécurité de ces véhicules, oui. Merci. Voilà, est-ce que vous pouvez permettre qu'on termine cet exercice Bon, venez avec vos questions alors, posez-les en série et on répondra une fois pour toutes. Allez-y. Moi, c'est Hugues Tchubang de HK6 Télévision. Monsieur le gouverneur, semble-t-il que vous et le président de la République, vous êtes en froid. Ce n'est qu'une image de façade que vous nous présentez. Le président vous laisse peut-être pour battre sa campagne, ou sinon, c'est une résultante de vos va-et-vient. Kinshasa, Lubumbashi, dernièrement, il y a eu des problèmes et voilà. Pour la campagne de 2023, on vous laisse quand même finir pour bien battre la campagne de Fachi que vous qualifiez de béton. Merci. Merci beaucoup. Bon, il vaut mieux répondre. Allez-y alors. Oui, je crois que vous ne pouvez pas, vous, gouverneur, être en froid
avec votre chef qui est le président de la République, parce que vous le représentez, et donc ça ne va même pas le président ne va même pas vous accorder 5 minutes à la tête d'une si grande province comme la province du Haut-Katanga. Et donc, je crois que ce sont des relations de chef et subalterne et son représentant ici en province, je le représente, et ça prouve qu'effectivement, vous n'avez pas été avec nous à Kasumbalesa aujourd'hui. Si vous étiez avec nous à Kasumbalesa, vous n'allez pas poser cette question. Nous avons dit une image de façade. Nous ne pensons pas. Le chef de l'État, il n'est pas comme cela. Et puis, nous garder pour battre campagne, non. Nous sommes là parce que nous avons été élus par l'Assemblée provinciale. Et c'est pour un mandat de 5 ans. Et d'ici peu, nous allons atteindre les 5 ans. On va organiser les élections des gouverneurs. Il faut me demander si je serai candidat gouverneur ou je vais viser autre chose. Par exemple, gérer la chaîne HK6, par exemple. Voilà. S'il vous plaît, on va limiter à 2 parce qu'il est minuit passé. Il faut vous permettre de rentrer chez vous. On va terminer avec la dame et ce sera Idno Izuba. De toute façon, on aura d'autres exercices. Nous reviendrons régulièrement. Vous pouvez être sûr que nous allons revenir. Quelqu'un posait la question. Aujourd'hui, je disais que c'était un avant-goût en journée. Et donc, nous reviendrons quand il y aura la campagne, peut-être même bien avant la campagne. Et sans tabou, nous répondrons à vos questions. Merci beaucoup. Excellence, je reviens un peu à vous. Moi, c'est M. Charles Kapalou, DG Canal 7 Lucassi. Et une question, c'est pour... Nous avions dit une question, si vous... Bon, là, je saute carrément. Je vois d'abord, je vois tout droit à M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Monsieur le gouverneur, êtes-vous content de recevoir le président de la République ce jour à Lubumbashi? Est-ce que vous étiez satisfait et la population était aussi satisfaite pour ça? Parce qu'il y a d'autres questions que je devrais poser. On a dit d'être un peu bref. Ok. Merci beaucoup pour la question. Oui, nous sommes satisfaits. Voir le président de la République visiter une province, ce n'est pas... ça ne vient pas régulièrement. Et donc, chaque fois que nous recevons le chef de l'État ici chez nous en province, nous sommes contents. Et je peux vous dire aussi que c'est un sentiment de patriotisme, une fierté pour nous en tant que gouverneur de le recevoir depuis dimanche qu'il est avec nous. Et je vous ai dit qu'il n'est pas venu en visite familiale. Non, il est venu pour travailler. Et vous l'avez vu, et je vous ai dit pour la première fois, le président de la République arrive à Kasenga, à Tchal. Et donc 2 présidents, celui de la Zambie et celui de la République démocratique du Congo. Et donc ça c'est une fierté, d'abord pas seulement pour moi en tant que gouverneur, c'est une fierté pour tous les Haut-Katangais. Nous l'avons vu aujourd'hui. Il est allé à Sakanya. Sakanya, c'est à 240 km. 240 km qu'il a fait aller-retour. Donc c'est plus ou moins 500 km qu'il a parcouru aujourd'hui. Demain, je me réserve, mais il a encore des actions. Nous avons fait au moins 1000 km avec le président depuis hier et aujourd'hui. Oui. Sur la route. Si on ajoute les 2000 de Kinshasa jusqu'ici, ça fait 3000 km que le président a parcouru pour venir nous voir ici. Et donc, ça c'est une fierté pour nous. Et j'ai eu à le dire, il y a de l'impact sur le vécu de la population. La question d'emploi. Aussi longtemps que nous n'allons pas donner de l'emploi à nos jeunes, nous allons connaître le problème d'insécurité. Ça, c'est la règle pour toutes les grandes villes. Et donc, nous devons absolument soutenir toute action du gouvernement central qui vise à absorber le chômage. C'est le cas de l'ouverture du port sec de Lukangaba qui va employer plus de 1000 personnes. C'est le cas du port de Kasenga
qu'on va construire d'ici peu, qui va donner aussi de l'emploi. Et donc ça, nous sommes totalement satisfaits et d'accord avec le président Fachi Béton. Voilà, on va terminer avec madame. Disons avec Izuba pour le compte de Kinshasa. Les autres confrères, on pourra prendre la liste, on va s'assurer que vous posez des questions au prochain exercice, s'il vous plaît. Madame, allez-y, présentez-vous. Moi, je m'appelle Godelive Niemba, je représente le magazine La Guardia, un magazine en ligne à Lubumbashi. Quand j'ai juste déposé une seule question, je vais m'adresser à vous, monsieur le ministre. Je reviens sur le projet 145 territoires, exactement. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y aura 2500 ouvrages qui seront 2200 ouvrages. 2200 ouvrages qui seront livrés. Moi, j'aimerais savoir en termes de bilan, combien d'infrastructures ont déjà été livrées et pour les Haut-Katanga, combien jusque-là ont déjà été réalisés? Alors, j'ai discuté hier avec ma collègue du plan parce que j'avais voulu qu'elle s'associe à cet exercice, mais justement, elle avait d'autres tâches. Très bientôt, on viendra faire l'exercice avec elle. C'est elle qui, au quotidiennement, peut faire les dénombrements. Ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, nous avons 500 projets qui sont préparés. Je rappelle qu'on a 3 prestataires. Le Bureau central de coordination BCECO, le CFF et le PNUD. Ils se sont repartis les territoires pour faire 1500 écoles, 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Il y a évidemment un volet routier qui est caché. Aujourd'hui, par exemple, le président de la République a insisté depuis hier pour que les centres de santé qui, initialement, dans le cadre du projet, je pense qu'il y avait une dimension d'équipement qui n'avait pas été intégrée pour que cela le soit. Il avait déjà donné des instructions et on va s'assurer que les écoles, comme l'école que vous avez vue hier à Kili, lorsqu'une école est livrée, elle est équipée. Il y a des bancs, il y a des tableaux, il y a de l'eau, il y a du courant. Et donc, lorsqu'on fera les dénombrements par province, vous-même vous pourrez être au courant, mais ici déjà vous avez plusieurs exemples. Et demain encore, nous serons dans les lois là-bas pour voir aussi ce qui s'est fait là-bas, à titre indicatif, parce que le président de la République n'aura pas le temps d'aller partout. Donc vous pouvez être sûr que dans le cadre de l'implémentation de ces programmes, nous allons nous assurer que les Congolais le voient. Et lorsque le président de la République ou les membres du gouvernement seront en mission d'itinérance pour aller récolter ce qui a été sémé dans le cadre de ces projets, je ne voudrais pas que certains confrères crient « c'est la campagne ». Ce n'est pas la campagne, c'est le travail. Nous devons nous assurer que le travail que nous avons commencé, nous l'avons achevé. Voilà. Edmond Izuba pour terminer. Merci beaucoup, Excellence, pour votre indulgence. Je suis vraiment ravi de constater que... Vous avez fait les voyages de Kinshasa? Tout à fait. Alors, je suis satisfait de remarquer que la question de Oujakera continue à préoccuper les journalistes de la RDC en général, parce que j'ai vu plusieurs confrères d'ici revenir sur la question. Tout à fait. Alors, elle nous préoccupe autant aussi. D'accord, je vous le concède. Alors, je voulais en fait aborder cette question de opération des charmes. Tout à l'heure, le confrère a parlé du président de la République, mais ça se généralise et ça se radicalise dans les institutions, et voire même par certains ministres qui, pendant cette période, ils descendent sur terrain pour faire des dons, des cadeaux et tout ça, mais ce n'est pas ça ma préoccupation générale. Je voulais poser cette question parce qu'il y a des candidatures qui s'enregistrent du jour au lendemain à Kinshasa, au quartier général de la CENI. Vous l'avez peut-être connu comme docteur. Aujourd'hui, Mukwege se déclare candidat à la République. Cette personnalité, cette icône, prix Nobel de la paix, fait peur au gouvernement ou au candidat Félix Tshisekedi. Alors peut-être pour terminer aussi... Vous me faites rire. Aujourd'hui, le mandataire de Moïse Katumbi ont été renvoyés du bureau de la CENI parce qu'il manquait
un document, une pièce originale, donc attestation des nationalités. Donc, ils ont promis de revenir demain pour déposer la candidature. Est-ce que ce n'est pas là le début de manœuvre pour écarter Moïse Katumbi? Excusez-moi de vous poser cette question. Mais en fait, vous avez posé cette question pour nous faire rire. C'est pas plus mal non plus. De toute façon, écoutez, lorsque toutes les semaines, je viens devant vous pour faire cet exercice de redevabilité qu'on appelle briefing, est-ce que nous le faisons en fonction de la campagne ou nous le faisons parce que c'est le travail du gouvernement? C'est aussi l'actualité, monsieur le ministre. Non. Nous avons, avec le président de la République et le Premier ministre Sama Lukonde, instauré une culture qu'il n'y avait pas avant. Et d'ailleurs, je ne dévoile rien, très bientôt, peut-être que le président de la République nous fera l'honneur de répondre aux questions dans le cas d'un briefing spécial, évidemment, parce qu'il s'agit du président de la République. Parce que pour nous, la redevabilité fait partie de notre action. Et vous avez en face de vous le porte-parole du gouvernement. Notre action, elle n'est pas parfaite. Lorsqu'il y a évidemment de points de difficulté, ça ne coûte rien pour nous de le reconnaître et qu'ici, il y a des difficultés sur lesquelles nous travaillons pour améliorer. Et donc, lorsque vous venez me dire, alors que j'ai déjà dit tout à l'heure, que c'est nous qui demandions aux opposants de quitter la périphérie, parce que nous voulons débattre des questions de Congolais de fond. Vous me parlez de la candidature du docteur. Est-ce que c'était un événement surprenant pour vous? Ou est-ce que c'était la logique de ses positions? De toute évidence, que ce soit lui, que ce soit les autres, parce que lorsque vous commencez à parler des dossiers de candidatures qui n'ont pas été apprêtés, j'ai commencé en répondant à la question de Madame de Malaika ici, vous dire que dans les élections, chaque institution a son rôle. Avez-vous vu un membre du gouvernement, un proposé du gouvernement, lorsque les différents candidats vont déposer leur candidature pour qu'ils regardent les dossiers?